et je m'appelle Agnès Peters et c'est la première fois que je réalise une vidéo vraiment en me disant il est temps de parler du métier, il est temps de parler de pourquoi j'ai choisi ce métier. Parce qu'en fait, à l'intérieur de mon métier, je pourrais vous expliquer des portes, des passerelles qui permettent, à mon sens, de passer de l'ancien monde au nouveau. C'est ça qui m'anime principalement ici de parler, parce que c'est un métier qui se passe dans le silence, mais pas seulement. Justement, c'est important de divulguer les choses, c'est important de partager ces secrets de métier. Nous avons vécu dans beaucoup de mensonges depuis des siècles, beaucoup de non-dits, beaucoup de tromperies. Mais malgré tout, l'être humain a pu sortir des vérités, a pu quand même trouver des stratagèmes, on va dire, des solutions, le plus possible à vivre ce moment charnière où on imagine qu'une renaissance nous attend. Mais pour ça, il nous faut des clés, il nous faut des outils. Et si je pratique ce métier, c'est justement pour permettre de révéler ces outils. Justement, toute cette tromperie nous a amené à perdre de vue le métier, son utilité, le rôle de l'art, le rôle de la peinture, proprement parlé, le rôle de l'art. Et à dire, voilà, il faut le redéfinir, il faut le renouveler ou le replacer correctement dans les événements. Et donc c'est ça que je vais tenter de faire aujourd'hui. Je ne pense pas que j'y arriverai en une seule fois, donc je vais devoir m'y prendre entre la production, c'est ça. Donc la technique que j'utilise, en tout cas celle qui m'a le plus inspirée, c'est sûr que c'est la technique un peu, donc je suis d'origine flamande, c'est sûr. C'est vrai que je porte en moi cette tradition qui se situe entre l'actuelle Belgique et l'actuel Pays-Bas, et même du côté du nord de la France. Donc dans toute cette région, il y a eu une espèce on va dire, un phénomène culturel, un réel phénomène qui s'est passé, et à l'intérieur de ce phénomène, il y a des clés, des passerelles. Pour la première fois, grâce à une technique, on va dire révolutionnaire, une invention qui a été opérée par Jan van Eyck, en 1410, il a mis au point donc la technique de la peinture à l'huile. Donc la peinture à l'huile a complètement révolutionné le monde. Elle a permis d'ouvrir le champ vers un univers en 3 dimensions déjà. Donc notre monde n'était plus révélé à l'intérieur d'images de profil par exemple, elle a permis de révéler un monde, la profondeur du monde. Dans la phase initiale de ce phénomène d'histoire de l'art, la Flandre est le plus grand centre de propulsion culturelle qui ont été situés donc, en Flandre, donc je dis mais Bruges, Gand et Anvers, c'est vraiment dans ces villes en fait ont travaillé la plupart des peintres les plus représentatifs de la peinture néerlandaise en fait, flamande. Cette technique a permis l'ouverture de notre œil vers la 3e dimension, de notre esprit aussi. En fait, il y avait aussi des conditions préalables à cette ouverture. Alors l'art du XVe siècle, en fait, a redécouvert, on va dire, le vrai dans le sens plus large. Le sens du vrai, c'est-à-dire d'enfin s'intéresser de manière picturale à l'univers plus intime. Si, disons que certaines conditions préalables à cette émergence, à cette créativité, à cette émergence de cette nouvelle technique, qui était pratiquement une nouvelle technologie, on va dire, c'est comme une nouvelle technologie à notre époque, en fait. Et c'était aussi, ça a répondu à ces conditions préalables de croissance. Tout comme la croissance économique aussi, parce qu'il y avait un moment stable, il y avait un moment de stabilité économique, de développement
des marchands, des entreprises locales. En fin de compte, à ce moment-là, il y avait un commerce occupé. Il y a beaucoup d'histoires à raconter pour comprendre certaines clés justement de ce passage. On va dire, il y a un thème historique, il y a quasiment des connaissances d'histoire de l'art, de la géopolitique de cette époque, qu'il faudrait pratiquement faire un genre de résumé de l'époque des Pays-Bas à l'époque pour un peu comprendre dans quelles conditions tout ça a pu émerger. Voilà, à Bruges par exemple, il y avait un bras de mer qui s'est ouvert, qui a permis justement à cette petite ville de devenir quasiment le centre de l'Europe à cette époque-là. Ce bras de mer a permis une ouverture sur le monde et des échanges culturels de grande envergure en fait. Des échanges et aussi des peintres qui pouvaient voyager, qui ont grâce à ça, ils ont pu accéder à un rôle d'ambassadeur en fait. Et donc d'apporter à la royauté, aux nobles de l'époque, un rayonnement. Donc ils allaient réaliser des portraits par exemple dans des pays en dehors des Pays-Bas, de la Belgique, de la Flandre de l'époque, et donc ils ont pu donc apporter et contribuer de manière concrète à la géopolitique en fait, et au rôle de l'art aussi, au rôle de l'art qui était vraiment essentiel et central à l'époque. En réalisant les portraits, par exemple pour le compte du duc de Bourgogne, de Philippe le Bon, vers d'autres contrées, en Italie notamment, ils ont pu mettre en valeur leur technique, mettre en valeur leur savoir-faire et contribuer de manière active, contribuer, faire en sorte que cette technique ait du sens et elle s'est développée justement à travers ça, dans le sens de la vérité, de montrer la vérité. Le souci de la vérité, donc cette inclination vers le figuratif, la maîtrise du dessin, la maîtrise du savoir-faire, la maîtrise du développement des idées aussi, parce qu'il y avait beaucoup de développement d'idées qui étaient liés au développement de la technique, a permis justement cette position centrale dans le monde. Ce qui différencie la technique flamande des autres, d'abord en premier temps, c'est un procédé de transfiguration finalement, de transfigurer la couleur. Donc avec ce bras de mer qui s'est ouvert juste à côté des abords de Bruges, qui a créé Zeebruges par la suite, offre une position privilégiée à ces fameuses villes flamandes. Donc, comme je le dis, Gand, la ville de Gand aussi, Bruges et Ypres. Et elle a stimulé le transit, évidemment, quand vous habitez en bord de mer à cette époque-là. Donc, c'était des marins, beaucoup de marins aussi. Donc, elle a stimulé ce transit, ces échanges culturels. Et a nécessité aussi des vives activités financières aussi en même temps. Ces besoins de liquidité ont été fournis par de nombreuses banques et de nombreuses banques étrangères aussi souvent. Et cela a donné lieu à une société riche, cosmopolite, qui pouvait assurer donc une activité culturelle riche et diversifiée en fait. Et dans un mouvement régulier d'échange. Et dans les Flandres du XVe siècle, les classes sociales étaient beaucoup plus travaillaient ensemble aussi. Les classes sociales, c'est à ce moment-là que l'aristocratie et la bourgeoisie aussi a travaillé ensemble. Il y a eu et c'est un peu ça que les classes sociales n'étaient pas aussi... il n'y avait pas autant de ghettos, on va dire, qu'on peut vivre aujourd'hui.
Et c'était une première fois en fait que l'aristocratie ait eu une importance dans la vie culturelle. Et ça, c'est quand même une condition préalable à l'émergence et au développement du métier. Et à la fameuse, et à cette création aussi, quelque part, de valeurs sûres qui vont nous permettre de passer à cet autre monde dont on parle, un monde de la Renaissance. En tout cas, il faut tenter d'y croire, il faut y croire. Et c'est grâce à ça qu'il s'est passé une création inouïe, c'est vraiment un phénomène, on va dire, qui s'est passé. Et donc c'est ça. C'est grâce à cette pertinence, à cette ouverture du monde, cette humanité, ces échanges entre les diverses classes sociales, et donc les artisans, parce qu'à cette époque-là, les artistes, le terme artiste n'existait même pas, on parlait des artisans, hein, des maîtres peintres, des maîtres verriers, des maîtres, des musiciens, c'était pas, le mot art, artiste n'existait pas. C'était avant tout des gens qui avaient un métier, puis qui le pratiquaient, qui faisaient partie d'une guilde, qui faisaient partie étaient les héritiers d'une tradition de savoir-faire. Et c'est justement à cette époque que la peinture de chevalet, on va dire, que l'on connaît aujourd'hui, c'est en Flandre que c'est né. Puisqu'avant c'était la détrempe, donc on était debout face à un mur, un plafond, puis voilà, il fallait se dépêcher avant que ce plafond ne sèche, ces pigments ne soient intégrés dans cette préparation et ne se figent à tout jamais. Pour la première fois, on va peindre assis, mais face à un chevalet. Donc, vous savez ce que c'est qu'un chevalet? C'est un mobilier qui apparaît par nécessité. Par la nécessité de se concentrer sur des petits tableaux, parce que on va plus être dans le monumental, là, on va tout d'un coup peindre des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus... puisque c'est dans le sens du réalisme, au départ il va avoir donc c'est ces tableaux sur chevalet. Ce qui a permis cette émergence de cette nouvelle ère qui a permis de peindre différemment, proche de l'humain, afin de réaliser cette mécanique, de faire évoluer cette mécanique, de participer l'un et l'autre dans ce rouage de création, d'inventivité, d'échange, L'histoire des Pays-Bas, en fait, est très riche, très très riche. C'est que la passerelle se situe à la fois dans la technique et le contenu, donc dans la résolution, dans l'approfondissement de l'idée, et c'est cela qui est révélé en fait dans un tableau, et c'est pour ça que les passerelles sont dedans, sont articulées, sont proposées, sont révélées dans cette œuvre. Mais comme aujourd'hui, il y a un manque à gagner, il y a des carences parce que l'art a été utilisé autrement. Cette vision-là, ce métier-là, même le métier de peintre en lui-même a été galvaudé, vulgarisé, traité au plus bas des échelons. Aujourd'hui, j'habite plus Bruxelles, j'habite au Québec. L'art, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est comme si il y avait juste des subventions qui pouvaient le faire vivre, on dirait, des subventions contrôlées, dirigées, hein, et puis qu'est-ce qu'on peut dire de vrai à travers ça? Puis le métier, il n'y en a pas. Il y a plus, où est le métier, hein? Sans le métier, on ne peut pas livrer vraiment notre contenu. Et pourquoi il n'y a plus de métier? Parce quelque part, oui, le Québec est une colonie, puis le Canada est une colonie. Puis ce n'est pas pour rien si ce métier ça a été jalousement gardé, puis pour justement partager ses connaissances outre-Atlantique. Et donc, il y a quelque chose à faire. On doit, parce que dans l'avenir, justement, ce territoire le territoire de la côte nord, là où on se situe en fait, est un territoire vraiment important. Et donc, sera certainement vital, même par la suite, pour créer des ponts entre l'Europe
et le Canada et le Québec. Puis il faut en prendre soin de cette relation. Tout comme la relation entre l'Italie à l'époque et d'autres pays d'Europe et la Flandre, leur relation, ce transit maritime a permis, et c'est aussi comme je le disais, le fait que les classes sociales se mélangent et se côtoient et s'entraident même pour créer des choses, pour apporter une richesse culturelle et une ouverture vers le monde incroyable, quoi, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais qu'on doit rétablir. Et c'est dans ce souci-là que je réalise cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de participer à rétablir cette fonction, cette fonction du métier, ce rôle du métier, le rôle de l'art, le rôle de la peinture, qui doit être renouvelé, afin de créer ces passerelles qui sont utiles entre nos deux mondes. Donc dans cette période, on avait développé dans ces régions et dans tous les pays nordiques, en fait, une sensibilité religieuse qui cherchait une relation plus étroite entre Dieu et l'homme, qui est donc venu encourager aussi l'identification avec la divinité, en particulier en ce qui concerne le partage de la souffrance, le partage de ses souffrances. Donc ce sont les passions du Christ. Aussi l'aspect privé en fait de la religion était lié à une diffusion de livres de prière. Et cette diffusion de livres de prière où il y avait des images, donc des enluminures, pour les fidèles et pour leur dévotion. Et cette autre spiritualité, certainement, est l'une des raisons qui ont conduit les artistes en fait à une recherche figurative plus réaliste aussi. Donc cet aspect de représenter la divinité d'une manière plus proche de l'humain. Parce qu'on voulait définir en fait qui était Dieu, Jésus, on avait envie de se rapprocher pour mieux comprendre, on voulait l'humaniser quelque part, le rendre, parce que c'est ce qu'il était, Jésus était donc un homme. Et donc, comme je dis, ce qui a conduit les artistes à cette recherche figurative plus réaliste et plus prudente dans la finesse des détails, dans la précision de la vie quotidienne, parce qu'ils ont reflété cette vie quotidienne justement dans les tableaux. C'est dans cet environnement-là, donc de cette recherche de l'humanisation de la divinité, de rapprocher Dieu et l'homme, que est née la peinture de Jan van Eyck. L'idée de la technique flamande, c'est de transfigurer la couleur. Et par-delà, donc la forme aussi, transfigurer l'humain au divin aussi, quelque part. Donc cette transfiguration entre le divin et l'humain se développe au cœur même de la technique de la peinture à l'huile. Et donc le secret du métier est lié au divin, quelque part. Et lié à rendre divine cette réalisation, parce que dans cette technique de superposition de couleurs, de glacis finement posés et dans la patience, on arrive à moduler toutes sortes de matières, de brillance, et d'arriver à un réalisme, on va dire qu'on peut tout peindre avec cette technique. Rien n'est impossible, on va dire, avec cette technique-là. Pour celui qui a la patience de l'apprendre et de la pratiquer et de la comprendre, surtout de comprendre par quoi il faut passer. Et donc le secret du métier, donc je disais, cet accès, le secret du métier est lié donc vraiment dans l'idée de transmuter, de transfigurer le divin dans l'humain. L'idée première est de tenter donc comme je le disais, de donner un corps, une vie, une personnalité au divin, du divin, et en même temps, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant qu'hommes, en tant que femmes,
en tant qu'être mortel, on va dire, d'accéder à une forme de divinité, d'accéder à quelque chose de divin par des performances et par une résolution de problèmes techniques et de maîtrise de son développement donc des idées. Et donc c'est pour ça que cette technique a longuement été cachée, a longuement été... pendant des siècles, les Flamands, les peintres flamands ont tenté de cacher quelque part cette technique, de la rendre non accessible à d'autres peuples, d'autres pays, comme l'Italie par exemple, hein, parce que bon, ils avaient découvert un trésor évidemment. Et donc c'était jalousement gardé parce que il y avait des intérêts donc commerciaux aussi, des intérêts pécuniers, des accords qui étaient possibles grâce à ça. Et donc aussi cet accès au divin par cette espèce de trompe-l'œil, on va dire, cette espèce de ce réalisme époustouflant. Ça, vous imaginez à l'époque, en principe, on voit des peintures à la détrempe, hein, tempéra, c'est plâtre et sèche vite, donc une fois que c'est pris, c'est fini, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de deuxième chance, quoi. On peut pas, une fois que c'est terminé, c'est fini, donc ça ne permettait pas d'arriver à des niveaux, il n'y a pas de modulation possible, quoi, pas de profondeur possible, c'était mat, il n'y avait pas de brillance vraiment non plus, donc pas de richesse chromatique non plus possible. Et pour ramener le divin et ramener l'humain au divin, ça c'était la technique par excellence, quoi. Donc celui qui maîtrisait cette technique avait accès au divin. Bon, au départ, il y a une espèce d'esquisse, mais très légère, on va dire, dans un ton de modelé qui commence déjà à travailler avec le clair-obscur, quoi. Je veux dire, un ton de base, médium dans moyen, quoi, donc on travaille au départ dans le clair-obscur, et chaque figure est ensuite reprise avec des couches successives de vernis, clair-obscur, mais très légèrement. Et très variable en nombre et en épaisseur en fonction des effets désirés, quoi. Donc il y a des épaisseurs différentes les unes que les autres au niveau des couches picturales qui apportent le réalisme en fait recherché. En tout cas, toute cette technique en tout cas est difficilement reproductible. C'est pas possible de reproduire une technique comme ça avec à l'intérieur de messages par lui-même, par essence avec une peinture en plein air par exemple. C'est pas possible de pratiquer cette technique-là à l'extérieur. Hein. Il faut être au contraire bien dans un atelier très propre, le plus propre possible, avec le moins de poussière possible. L'idée de cette technique, l'idée de cette peinture flamande, en fait, c'est que dans leur technique, le spectateur est inclus dans le tableau. Parce que, en fait, il est inclus dans l'espace illusoire de la représentation. Ce sont des illusions, mais très fortes et très puissantes. Et par des mesures telles que l'utilisation de plusieurs points de fuite. Il y a parfois 3 ou 4 points de fuite qui sont placés, quoi, à l'intérieur du tableau. Et en même temps, la ligne d'horizon est très très haute, ce qui fait qu'il y a une espèce de balancement. On a l'impression que le tableau vient vers vous. Donc quelque part, vous êtes embarqué dedans, puis vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes... c'est presque comme s'il venait vous toucher, quoi, quelque part. Physiquement, il y a une relation physique pratiquement grâce à cette technique-là, grâce à cette vision, c'est pas que la technique, mais la vision aussi d'englober le personnage, le spectateur, justement pour approcher d'autant plus cette relation du divin à l'humain. Et donc, forcément, le spectateur doit aussi faire partie de cette vision-là, il doit jouer son rôle, il est au-delà des fenêtres fermées, quoi, en fait. Les fenêtres, on voit qu'il y a des fenêtres souvent dans les tableaux, mais souvent elles sont ouvertes
et donne un aperçu de vue lointaine. Donc il y a jamais on n'est jamais, le personnage est enveloppé par la lumière, par l'implication due à la perspective et à la ligne d'horizon très haute, mais par ces fenêtres ouvertes où on donne souvent des informations sur le monde extérieur. Il y a tout un univers très riche qui se déploie et qui nous fait grandir, qui nous apporte, qui nous rappelle que nous avons tous ce côté, cet aspect divin en nous. Et cet aspect divin, c'est cet aspect-là que c'est aussi une des passerelles qu'on va devoir utiliser, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'on a cet aspect divin en nous. Et il y a dans un portrait célèbre d'Arnolfini, en fait, les époux Arnolfini, qui a été peint par Jan van Eyck, on voit qu'il y a un miroir qui est présent dans le tableau, puis ça crée un double environnement. Et on voit même les épaules du protagoniste, en fait, finalement, dans ce tableau. Ça crée, il y a toujours une profondeur doublée d'une autre profondeur, puis il y a l'infini. Il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit, en fait, qui se manifestent dans ces tableaux. Donc c'est encore aussi une autre passerelle, ça. C'est ça aussi, nous, à gérer cet infiniment grand, cet infiniment petit, trouver notre équilibre dans un mouvement de rotation et qui ouvre notre œil, hein, qui ouvre notre regard vers l'espace, Avec les effets de lumière, il y a une forme d'uniformité. Ça crée malgré tout qu'il y a beaucoup de choses, des effets de profondeur, des effets de lumière, de clair-obscur, des matières diverses, justement pour stimuler ce rythme. Hein, et donc la lumière, en fait, elle permet d'unifier, c'est ça. Elle permet d'unifier la représentation. Et donc, une fois de plus, c'est aussi ça, une passerelle, le fait unifier beaucoup d'éléments qui peuvent paraître contradictoires et complémentaires finalement. Donc de voir comment tout ça peut se manifester aujourd'hui. En faisant le moyen, donc ça faisait le moyen d'unifier donc la représentation tout entière, avec plusieurs sources de lumière, qui multiplie les ombres et les reflets, ce qui permet de définir rapidement les différentes sortes, les différentes surfaces à partir de la toile, la fourrure, un métal, une brillance du bois ou du métal. Et chaque matière donne un prétexte de refléter ces rayons lumineux et donc apporte encore d'autant plus de brillance. Parce qu'en fait, toutes ces brillances de toutes ces matières se reflètent et sont vraiment exploitées. En fait. C'est à ça que servent ces objets. On voit beaucoup d'objets sont représentés et deviennent symboliques. Tout comme la perspective est une forme symbolique aussi dans cette technique, dans cette innovation. Et comme la figure humaine aussi. La figure humaine, dans une telle perspective, où on fait attention aux détails et aux objets les plus variés. En fait, l'homme ne peut être le centre du monde, ça aussi c'est important, c'est que l'homme, c'est plutôt le contraire, c'est que il est comme théorisé dans le sens de l'humain, il est plutôt comme en fait, comme l'homme n'est pas le centre du monde, il est seulement une partie de l'univers riche, d'un univers très riche. Et donc ça aussi, c'est pour humaniser, nous permettre d'être humble aussi. D'être humble face à cet orgueil des fois démesuré, qui est lié aussi à cette connaissance du métier. Donc quelque part aussi, il y a des contrepoints qui nous permettent de garder les pieds sur terre. Alors que les gestes et les actions de l'homme ont parfois une force de fer, on va dire, dans l'histoire, mais là, on s'aperçoit dans les tableaux que les gestes
n'ont pas toujours cette force, puisqu'ils sont souvent empouillés par des objets. C'est pour ça qu'ils mettent autant d'importance dans les objets. Alors que les gestes et les actions de l'homme n'ont pas la force, si vous voulez, de faire histoire, hein. Dans un tableau, c'est pour ça que les objets individuels, on va dire, qui représentent les individus, gagnent en importance dans la représentation. Et en fait, ils gagnent en importance dans la représentation, ils gagnent en force symbolique. C'est comme ça qu'il y a la symbolique née, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a la peinture symbolique de cette époque. Le symbolisme commence et d'où le symbolisme va naître par la suite aussi. L'obtention de cette forte valeur symbolique, en fait, qui peut être lue à différentes couches en fait, de lecture. Il y a beaucoup de détails qui non seulement sont importants par leur beauté, c'est certain, mais ils impliquent une multitude de significations. Dans le cas par exemple, lié à ce mariage donc des époux Arnolfini dans le tableau de Jan van Eyck, par exemple, il y a un chien là qui est disposé dans le tableau, puis c'est un chien qui peut symboliser la fidélité aussi. La fidélité, il y a des bougies, les bougies sont le symbole du mariage, et ce tableau officialise aussi ce mariage. Où le peintre lui-même qui est présent dans le miroir, quelque part il est là comme il fait office de témoin aussi quelque part. Et ce réalisme inhabituel est même exacerbé même dans sa signature elle-même. La signature de Jan van Eyck est assez époustouflante aussi, parce que dans sa signature il démontre son savoir-faire aussi de son métier, puis non seulement le savoir-faire, mais ce qu'il pense aussi de comment il voit son métier. Il est conçu en fait comme le témoin qui fait partie du mariage et qui remplace la réalité, presque comme un document officiel. C'est ça, son tableau fait place, il fait mine d'être comme un document officiel qui garantit le lieu du serment en fait. Ça garantit la véracité, où les époux en présence de témoins donc se sont mariés. Ça, c'est une autre invention aussi, de peindre les gens de trois quarts. C'est cette invention qui a permis d'avoir une perception de l'humain encore, avec son caractère, de rendre les choses beaucoup plus individuelles aussi, beaucoup plus personnelles de chaque être, et de rentrer dans un personnage. Donc, ce côté humaniste, ce côté, ce réalisme, cette relation à l'humain a davantage pris d'ampleur. Ça a changé complètement le monde aussi, ça, de pouvoir entrer de pouvoir connaître un individu à travers un tableau, tout simplement. Donc là, ça nous paraît banal en ce moment, ça nous paraît quelque chose de simpliste, mais imaginez le monde avec uniquement des visages de profil sans profondeur, je veux dire, une fois qu'on commence à voir des visages de trois quarts avec une profondeur, des textures, de la matière, de la chair, des ombres, peint dans le clair-obscur en plus, avec des valeurs vraiment bien senties, mais ça change tout. Ça permet de rentrer dans l'humain, ça permet de rentrer dans chaque personnage et de pouvoir réaliser des compositions inédites, de pouvoir créer des histoires, ouvrir le champ vers d'autres messages, faire de l'art en fait. La peinture peut devenir alors le peintre devient alors un visionnaire, parce qu'il déploie sa vision et son métier en même temps. Il y a les deux. Et c'est comme ça que la peinture est née, quelque part. C'est quand la vision rejoint la méthode, la causa mentale, on va dire, la cause principale de pourquoi on travaille, pourquoi on agit, pourquoi on se met en action. Et c'est comme ça que les peintres sont devenus des visionnaires.
que quelque part c'est leur rôle de voir, de montrer ce qu'ils ont pu voir et par le développement de leurs idées, parce que grâce à cette technique, ils peuvent développer leurs idées. Donc dans ce métier, il y a des passerelles à trouver. Dans la méthode, dans cette idée de transfiguration, de découvrir aussi pourquoi, à l'époque, ces tableaux en fait cachaient avec quelque chose lié à l'hermétisme aussi. Il y avait quelque chose d'occulte, mais qui avait des principes alchimiques qui étaient distillés dans la technique elle-même. Parce qu'en fait, à cette époque-là, à l'époque de la Renaissance aussi, que l'alchimie est arrivée à son âge d'or, on va dire. L'alchimie qui se basait aussi sur des principes figuratifs, donc où l'image avait une importance prépondérante. C'était l'expression par l'image, par le langage à travers l'image, on va dire. Donc l'alchimie et la peinture à l'huile, il y a quelque chose donc il y a des processus alchimiques qui sont cachés à l'intérieur de cette technique, parce qu'il y a un long processus, il y a quelque chose qui permet justement l'élévation de l'esprit, des entraves qu'il faut passer, des étapes après étapes qu'il faut passer pour la purification de l'esprit, pour la purification de l'image, obtenir l'image la plus claire, la plus limpide, la plus intelligible qui soit, avec à l'intérieur certains codes, certains symboles aussi. Le fait que dans l'alchimie, il y a autant d'importance aussi au figuré, à l'image figurée, une forme de réalisme et surtout l'importance du langage à travers l'image. Il y a cette image alchimique, on va dire, qui est en train de dire comme ça. En fait, il est là pour représenter au contraire la communication, l'évocation des échanges, de l'action. Puis il nous demande de nous taire, de garder le silence, comme l'idée que le silence est d'or. Hein. Mais il y a un peu une contradiction dans cette image, qui est une image primordiale, on va dire, en alchimie, puis qui rejoint celle de la peinture à l'huile, dans la technique et la démarche de la peinture à l'huile, c'est que cette notion du silence, où on nous demande de se taire ou de garder le silence, ou peut-être certains secrets, mais quelque part il y a une richesse, une telle richesse dans l'image, dans les détails qui nous sont donnés généreusement, tellement de générosité, de maîtrise, d'amour aussi, qu'on peut se demander est-ce que ce ne serait pas une idée de la tempérance justement, de dire faites attention, mesurez-vous. Comme je parle de l'infiniment grand et de l'infiniment petit tout à l'heure, que cette technique faisait référence à ces deux éléments contradictoires, enfin pas contradictoires mais opposés. Et bien pareil, là le silence serait d'or pour nous permettre d'absorber, de rentrer vraiment à l'intérieur de tous ces détails, donc d'apprendre à observer, à regarder cet infiniment grand, de pénétrer dans cet infiniment grand et infiniment petit. Et dans ce silence, se tempérer, puis mais entrer dans des richesses, entrer dans des détails, et donc dans le raffinement qui nous permet de trouver des solutions précises aux problèmes. Et c'est pour ça que la peinture à l'huile, telle que je la conçois, enfin telle que je la ressens en fait, mais avec au niveau de la technique, mais surtout avec placés dans le présent, hein, avec ce que nous vivons aujourd'hui et le futur, donc cette idée de l'anté-futur, on va dire, ce contact de ce qui est passé vers ce qui est futur, voilà, je pense que ce sont des pistes, des chemins que nous pouvons emprunter pour nous aider à passer de l'autre côté. La tempérance, l'observation, être plus mesuré, plus posé, et aller vers des richesses, aller vers plus de richesses, et qui sont exprimées dans ces peintures, dans ces tableaux, qui
qui nous parlent qui nous disent depuis le lointain là, et aujourd'hui, parce que voilà, et moi je réalise des tableaux aujourd'hui. Et donc dans toute cette symbolique, dans tous ces symboles qui sont exprimés à travers cette peinture, à travers des images d'aujourd'hui aussi, des situations d'aujourd'hui, des moments vécus, de ramener l'humain qui nous est très éloigné. Pour beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de choses. On a tenté en tout cas d'éloigner l'humain de notre humanité, de nous en éloigner le plus possible, et d'éloigner les humains entre eux aussi, les êtres. Et à travers la peinture, il y a moyen de redéfinir justement cette filiation, cet amour, cette proximité aussi que nous pouvons atteindre, cet amour entre nous. De nous aimer et d'être généreux les uns envers les autres, de tout donner. Et c'est un peu ça, là, je me dis, il est temps de tout donner, parce que c'est ça, moi j'ai appris, c'est sûr que c'est une technique, c'est des méthodes que l'on garde, comme je dis, on a toujours gardé ça secret. Il y a la période Renaissance aussi qui sera une période importante à mentionner, mais ça je le ferai dans une autre vidéo, dans un autre clip, parce que c'est aussi une période vitale, essentielle aussi à comprendre comment les choses se sont placées, ainsi que le concept une idée de l'alchimie qui serait éventuellement donc qui est présente dans la technique de la peinture à l'huile, flamande. Et donc cet hermétisme, quand on veut parler de choses hermétiques, est une apparence quand elle fait éclater la lumière, en fait, quand tout ça, cet hermétisme est nécessaire pour faire éclater une vérité. Et c'est toujours des contradictions comme le clair et l'obscur, de jouer entre le clair et l'obscur pour montrer que nous sommes toujours dans l'un et dans l'autre. Tout ça fait partie du processus pour apprendre l'humain à aller vers des profondeurs, aller vers des choses plus riches et plus profondes pour nous-mêmes, pour faire développer la société et développer le monde, en fait, développer que l'humain tente à se développer. Et donc l'art sert à ça. L'art a cette mission de faire évoluer notre être, notre conscience, et dans la beauté, on ne peut évoluer à l'intérieur de la beauté. Il y a des touches, des choses qui nous touchent différemment. Quand la beauté rayonne autour de nous, quand nous rayonnons, quand nous vivons avec des choses belles, des choses, elle nous apporte quelque chose qui nous fait grandir. Mais cette beauté justement, il y a l'hermétisme dedans, il y a le côté occulte dedans. Cette beauté n'est pas gratuite, ce n'est pas une beauté uniquement esthétique. C'est la beauté de la vérité. C'est ça la beauté. Ces tableaux parlent de la vérité. Ils émanent d'où doit émaner la vérité. C'est quand on s'échappe de ça que la beauté disparaît. C'est quand on peut créer l'équilibre. La beauté, c'est quand on arrive à créer l'équilibre entre la vérité et le mensonge, quand on arrive à faire percuter ces mondes et à rendre avec beaucoup plus de profondeur. Donc c'est pour ça que les couches successives permettent aussi, dans cette technique, permettent la profondeur, parce que c'est dans le temps et c'est dans la combinaison de ces couleurs aussi primaires, parce qu'on peint aussi avec des couleurs primaires, donc une palette, on va dire, une palette très restreinte qui permet et avec ces quelques peu de couleurs, on peut moduler toutes les autres, tout l'aspect chromatique, tout ce que l'œil humain est capable de voir. Il y a moyen de donner l'illusion de la réalité. Et même dans cette idée d'illusion de la réalité, il y a une vérité. On peut dire que la vérité peut être une illusion aussi dans divers domaines ou dans divers points de vue. Donc la peinture, c'est pas juste quelque chose, c'est pas juste une image qu'on regarde et qu'on a l'impression
on ressent des émotions, il y a une compréhension aussi, il y a les deux, il y a les émotions, mais il y a aussi quelque chose, il y a plusieurs choses qui se mettent en action pour qu'on puisse avoir accès à cette vérité, à cette beauté qui nous permet de nous transformer, de se transfigurer, nous aussi, de vivre cette transfiguration telle qu'elle est proposée dans cette technique propre. Transfiguration de l'humain vers le divin, en fait. Cet accès, ne pas oublier cet accès au divin, donc c'est pour ça que la peinture ne peut pas être remplacée par une photographie, par un film, par quoi que ce soit, et que c'est quelque chose qui doit être vu en présence. Et le vivre avec tous ses sens aussi, il faut la sentir, parce que de la manière dont on s'éloigne, on se rapproche d'un tableau, comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut vivre cette expérience en bougeant soi-même, parce qu'on ne reste pas statique non plus. L'œil qui regarde le tableau, l'œil qui regarde, qui voit même, se projette, se bouge en fait. Il faut bouger avec le tableau, on bouge autour du tableau pour trouver justement son nœud, l'épicentre quelque part qui nous permet de rentrer dedans, puis qui graduellement, d'étape en étape, permet de rentrer dedans en fait. C'est pas quelque chose qui se fait, ça doit se faire de manière graduelle, et ce qui se fait de manière rapide, c'est parce que le peintre a proposé justement cette unification par la lumière de l'image qui permet à l'inconscient de tout de suite capturer, en fait, de tout de suite être dedans dans cette image proposée, dans ce tableau, de pénétrer directement, parce qu'il a, par son jeu, savant jeu des images, de la lumière, permet tout de suite de voir les détails importants, puis de se placer dans le tableau. Donc c'est le rôle du peintre, de vous placer en jouant avec la lumière et certains détails, tout doit être très bien dosé pour permettre une lecture unilatérale, directement. Puis ensuite, une fois que la conscience est capturée, là il y a un travail. Mais vous aussi, vous devez faire ce travail. Le spectateur doit lui-même travailler après. Il doit garder son attention le plus longtemps possible pour rejoindre ce divin, puis lui-même pouvoir l'absorber et grandir à son tour. Donc c'est un passage de savoir, c'est ça, on passe à l'autre. Le peintre vous donne des éléments qu'il a pu avoir la chance d'observer, qu'il a compris pour pouvoir aller plus loin. Et donc c'est en ça que ce sont des passerelles qui permettent des gens c'est leur métier de travailler, qui observent la nature, qui observent le monde, observent avec énormément d'intensité quotidiennement, c'est leur métier, c'est ça, d'observer, de restituer ce qu'ils comprennent et qu'ils ont observé, avec le plus de précision possible et de vérité. Et par cette observation, eux, ils en tirent des conclusions, ils comprennent certains mécanismes et certaines solutions qu'ils expriment justement à l'intérieur des tableaux. Moi, c'est ça que c'est mon métier, c'est ça, c'est d'exprimer à travers la peinture les choses que j'ai pu observer sur le terrain aussi, parce que j'ai beaucoup observé. C'est pour ça que je suis partie sur la côte nord, c'est comme ça que je suis partie. J'ai senti qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans le nord pour trouver certaines réponses. J'aurais pu ressentir autre chose, mais bon, moi, c'est ça que j'ai ressenti. Et je suis partie, puis je suis allée sur le terrain. Je n'ai plus peint pendant plusieurs années, justement pour m'assurer d'avoir la meilleure connaissance possible du terrain, parce que un peintre, il faut avant tout, il faut qu'il puisse vivre les choses pour pouvoir les dire. Il faut qu'il puisse. Donc, il faut parfois se faire violence et se dire bon, là, on arrête, là, ça va bien, notre métier va bien, on évolue bien vers une cote ou vers on évolue vers des bonnes ventes, voilà. Mais bon, on ne peut pas rester enfermé dans son atelier tout le temps. Il y a des moments et il
faut fermer la porte là, et partir, hein, prendre l'avion et s'en aller. Hein. Et c'est comme ça. Et un peu comme à cet âge d'or de la peinture flamande, où ils partaient aussi en bateau, mais ils s'en allaient. Et ils pouvaient aussi avoir une vision plus claire de ce qu'ils avaient à partager. Ils avaient un rôle du coup déterminant dans la géopolitique parce qu'ils avaient vu ailleurs. Il y avait cette richesse culturelle, cet engouement, qui permettait de les placer comme personnes en fait. Parce qu'ils approchaient, le fait d'approcher les autres, de les peindre, donc de les connaître, parce que quand on peint quelqu'un, c'est comme ici, dernièrement, j'ai réalisé cette vidéo où j'ai présenté sommairement le tableau qui représentait en fait ces femmes qui habitent Nutashquan, c'est une scène qui était issue donc des élections de la réserve de Nutashquan sur la côte nord au Québec. Et donc, ça n'a pu être possible que parce que je les ai rencontrés et longtemps, je les ai connus pendant longtemps. C'est des gens que j'aime aussi, c'est des gens qui m'ont appris énormément. Et quand on est sur le terrain comme ça pendant longtemps, qu'on apprend à connaître les gens, alors on est à même d'être les ambassadeurs pour d'autres. On revient avec cette information, on le peint, on le partage et on en tire des enrichissements que l'on peut partager, on peut évoluer vers autre chose. Donc l'hermétisme qui est présent dans cette technique, parce que en parallèle avec l'émergence de l'alchimie, en fait, en même temps, donc dans cette technique, il y a eu cette idée du cloisonnement des couleurs. C'est pour ça que dans la peinture flamande, on voit souvent le bleu, le cobalt, en fait, qui est complètement à part du rouge. Donc on voit de grosses masses, pas des masses, mais je veux dire des personnages religieux qui sont habillés de pourpre, de vermillon, et où le vermillon est bien cloisonné avec le cobalt, par exemple, le bleu cobalt, et le blanc aussi, des vêtements blancs. Et toutes ces couleurs sont cloisonnées. Donc il y a une idée du cloisonnement des couleurs qui a un sens aussi. D'hermétisme, une idée d'hermétisme donc, pour permettre cet hermétisme nous permet d'appréhender aussi toute la symbolique des couleurs. Donc c'est dans cette idée-là qu'elle est très, très présente dans la symbolique chromatique. Doctrine ésotérique, j'en parlerai plus tard, parce que oui, c'est vrai qu'il y avait une doctrine ésotérique qui faisait partie de l'alchimie, évidemment, de la connaissance de l'alchimie, mais cette doctrine ésotérique fait partie aussi de ces tableaux Mais l'ésotérisme n'est pas uniquement les néoplatoniciens en fait, qui ont introduit cette idée-là. Après les découvertes en fait, des textes grecs, ils ont été traduits en latin, puis c'est comme ça que ils ont traduit des textes grecs et hébreux en fin de compte. Et donc, de là est arrivée cette doctrine ésotérique par rapport à cette connaissance de ces textes. Et donc cette doctrine ésotérique a permis, cette connaissance de ces textes a permis la naissance justement de ce courant en fait, qui a émergé qui a permis l'aboutissement qui a permis le concept d'alchimie en fait. Hein. C'est-à-dire de l'alchimie, c'est pas uniquement, là je parle pas uniquement de la phase où on apprend à transformer l'or à partir du plomb. Là, je parle d'autre chose, de l'alchimie, du principe alchimique qui permet, par ce processus, ces recherches et comme je le disais, toutes ces entraves et tout ce cheminement, d'arriver à cette transcendance de l'humain, d'arriver à la purification de l'esprit. Donc, le plomb en or, transformer le plomb en or, c'est un prétexte quelque part. Souvent, on ne voit que ça, on ne voit que cet aspect-là, mais ce sont tout ce chemin qui permet à l'humain
Et donc il y a eu cette obscurité par rapport à certains textes. C'est pour ça qu'il faudra faire la relation avec l'époque de la Renaissance aussi, mais il y a eu beaucoup d'obscurité. On n'a pas voulu révéler certaines vérités par rapport à ces textes-là, cette traduction de texte. C'est un sujet avec une telle ampleur que ça empêche d'avoir une espèce de présentation exhaustive, là, c'est sûr. Une chose est certaine, c'est que les hiéroglyphes en fait étaient considérés par tous ces principes alchimiques, en tout cas pas dans les principes, mais dans la symbolique alchimique en fait, dans les images, on va dire. Alors, c'était considéré comme il permettait d'avoir donc les formes pures, les lignes et les formes pures, ce qui était figuré, était considéré comme le langage de Dieu en fait. Et donc c'est pour ça que l'imagerie, et cet hermétisme donc a été important. C'était important donc de communiquer à travers les images, parce qu'il y a quelque chose dans le non-dit. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de Mercure qui se tait là, qui fait chute, qui fait le signe de se taire, il y a moyen de communiquer à la façon de Dieu lui-même finalement, donc à travers les images. Donc c'est pour ça qu'on doit considérer la peinture à l'huile qui a été inventée au moment de l'âge d'or de l'alchimie, aussi, cette technique en fait, comme justement une des clés importantes, c'est que on a trouvé des moyens de se rapprocher ensemble pour comprendre ce que Dieu, ce que la source, quelque chose de plus grand que nous, tente à nous dire, à nous expliquer, et qu'on tente à nous faire... il y a cet accès au divin, en fin de compte, ce qu'il voulait dire, donc le principe, donc les alchimistes de l'époque, tout comme les peintres flamands de l'époque aussi, voulaient juste nous exprimer que c'est avec l'image, à travers l'image picturale, et la maîtrise du métier et la richesse de l'évolution de l'idée, la fécondité de la création, que on peut s'adresser, nous, en tant qu'humains, de manière divine et aux autres, qu'on peut comprendre le divin et, c'est ça, parler le langage de Dieu quelque part. Donc on se tait, mais dans le silence, on arrive à observer beaucoup plus. Si on arrive à observer tous ces détails, et à garder le silence pendant quelque temps pour d'absorber toute cette richesse, de pouvoir entrer dedans et entrer en communication, et enfin de l'absorber et de le restituer en fait dans la vie, dans la vie du quotidien. C'est un héritage qu'on ne peut pas oublier, ça. Pour passer dans l'autre monde, on doit absolument se souvenir de ces principes. Où un côté disait, ben voilà, il faut garder le silence, le secret du métier, mais à la fois, c'est pas pour rien qu'il y avait ce secret. Ça aussi, il y a d'autres choses à dire par rapport au secret du métier qui sont plutôt négatives. Par exemple, il y a eu des abus. Hein. C'est ça qui a fait, ces abus ont fait en sorte que cette technique a sombré, est partie en désuétude. Et c'est pour ça, aussi que l'accès à l'image est parti en désuétude, la vulgarisation. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui reprendre contact avec ça et passer à l'autre, apprendre le métier. Moi, je rêve d'avoir des gens à qui je pourrais apprendre et former pour continuer cette démarche, continuer d'avoir des visions et de perpétuer cette démarche et ces facultés que l'on a dans le silence de communiquer avec des images d'une richesse incroyable, qui parlent avec une vérité, parce qu'ils ont été sur le terrain aussi, parce qu'ils ont vécu des choses.
parce qu'ils se sont mis en danger. Il faut se mettre en danger aussi pour pouvoir les raconter. On ne peut pas vivre tout ça dans... Il y a des risques à prendre, beaucoup de risques. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir raconter des choses qui peuvent changer le monde ou qui apportent des solutions, qui apportent un éclairage nouveau vers le monde, un éclairage nouveau qui ouvre votre œil. Voilà, donc avant je parlais juste du côté hermétique, puis pourquoi cet hermétisme était nécessaire. Il y a dans cet hermétisme aussi une autre face cachée, donc d'occulte, on va dire, c'est ça, dans le clair et l'obscur, il y a l'obscur, puis ce qui est obscur, c'est justement là où on va pouvoir bifurquer dans un autre registre, on va dire, enfin non un registre qui est lié, mais voilà, dans une phase plus concrète de cette vidéo, de la démonstration, en montrant en fait le nouveau travail, le prochain tableau, enfin il y en a plusieurs, mais notamment celui-ci, un grand format. Et donc voilà, on va le présenter, puis on va parler de ce contexte qui révèle cette face, cet hermétisme occulte, on va dire, cette partie, on va dire, d'obscur en fait, obscur de cette histoire. Oui. Donc, alors, tu peux nous présenter ton projet sur lequel tu travailles présentement?